Cela fait maintenant une trentaine d'années que je consacre ma vie aux animaux. Donc évidemment, au cours de ces dernières décennies, j'ai vécu pas mal d'anecdotes, des plutôt drôles et des plutôt moins sympathiques. Et j'avais envie de les partager avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialiste en comportement et en bien-être animal et je suis la fondatrice d'Animaux, des animaux et des hommes qui propose des formations pour des professionnels et du grand public pour sensibiliser et transmettre un maximum de connaissances sur le bien-être animal et le comportement. Première anecdote que j'avais envie de partager avec vous, c'est ma rencontre avec mon cheval Poséido. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, on a tout vécu ensemble. Il m'a accompagné sur les plages, il m'a accompagné en spectacle, on a même été pendant des années dans les pages de Cheval Magazine. Bref, c'est une grande histoire entre nous. Mais le début a été plutôt assez mal parti. Donc aujourd'hui, Poséido, il a 19 ans. Je l'ai acheté quand il avait presque 3 ans, même pas tout à fait, donc ça fait 16 ans qu'on partage notre vie. Et à la base, comme je vous le disais, on va dire que les astres n'étaient pas vraiment avec nous. D'abord, j'ai tout simplement craqué sur une publicité, une annonce de vente où je le trouvais trop beau. J'adorais sa couleur et j'avais décidé que j'avais super envie d'aller rencontrer ce cheval. Donc à cette époque-là, c'était donc il y a 16 ans, j'étais au tout début de ma vie professionnelle et il me fallait, entre guillemets, un cheval pour pouvoir progresser, pour que ça devienne aussi, je déteste ce terme, mais ma vitrine, on va dire, pour présenter mon travail, présenter mon niveau, présenter les différentes prestations que je pouvais offrir autour de moi. Donc j'étais donc à la recherche d'un cheval et je tombe sur cette annonce, la couleur est magnifique, le cheval est magnifique, je me précipite. Et là, absolument rien ne se passe comme prévu. Déjà, l'élevage, j'ai du mal à le trouver. J'arrive sur place, le lieu de vie ne correspond pas tout à fait à ce que j'imaginais. Le cheval est au box, donc c'était pas exactement déjà dans mes principes, on va dire, de respect de l'animal. Et puis surtout, au moment où le cheval sort de son box, donc je vous répète, il a même pas 3 ans, il vit au box tout seul, il est sorti ponctuellement au pré. Et là, il boite. Si aujourd'hui je devais accompagner un élève dans ce genre de situation, je lui dirais évidemment de fuir le plus loin possible. J'ai absolument pas suivi cette logique-là, j'ai complètement craqué, j'ai signé avant même qu'il ait vu le vétérinaire, j'ai dit que je prendrais ce cheval même s'il était boiteux et je suis donc repartie quelques semaines plus tard parce qu'entre-temps il a fallu que je trouve évidemment une pension donc qui acceptait les entiers puisque le cheval était entier à l'époque. Donc bref, comme je vous le disais, rien ne partait bien. Finalement aujourd'hui, Poséido a fêté ses 19 ans, il ne boite plus du tout, il ne boite plus depuis très longtemps et on est plutôt bien parti. Tout ça pour vous dire pas du tout qu'il faut suivre vos coups de foudre même si votre cheval boite, mais comme quoi, même quand ça part plutôt pas très bien, ça peut très bien se dérouler par la suite. Une deuxième anecdote que j'avais envie de partager avec vous, c'était ma rencontre avec des dauphins sauvages dans le golfe du Mexique en Floride. Donc on est en 2016 à ce moment-là et je dois faire un mémoire pour la fin de mon diplôme universitaire en anthropozoologie en relation homme-animal. Je suis déjà dans le milieu animalier depuis 8 ans, je crois à peu près à cette époque-là, et j'avais justement envie d'ouvrir mon expertise vers des espèces animales différentes, sauvages notamment et non captifs. Et donc je décide de faire mon mémoire sur des cétacés, rêve de gamine, des dauphins notamment, et donc d'aller les rencontrer dans le golfe du Mexique en Floride. Ça a été incroyable évidemment, mais un peu comme l'histoire que je vous racontais juste avant, là encore tout ne s'est pas exactement déroulé comme prévu, pour un phénomène assez intéressant et auquel vous n'avez peut-être pas pensé, c'est que pour aller observer des dauphins, il faut être sur un bateau, jusque-là c'est assez pertinent, sauf que j'avais le mal de mer. Et que donc j'avais prévu de passer 6 semaines à les observer, à prendre un maximum de données, à pouvoir les compiler, les analyser et faire un super mémoire, qui allait peut-être pas révolutionner la science, mais en tout cas qui allait révolutionner ma vie. Manque de bol, pendant les 10 premiers jours, j'ai été malade littéralement en permanence sur ce bateau. Je ne voyais aucun dauphin, on n'arrêtait pas de me dire de les regarder, j'étais incapable de les voir. Je me mettais dans l'eau juste pour calmer mon mal de mer. Le temps que je me foute à l'eau, il n'y avait plus du tout de dauphins autour de moi, ça a été juste un cauchemar. Heureusement, une fois ces 10 premiers jours passés, j'ai pu enfin prendre le rythme, mon oreille interne a décidé de faire un effort et j'ai enfin trouvé comment profiter, nager avec les dauphins plusieurs heures par jour, les observer et vivre probablement les meilleurs moments de ma vie. Une troisième anecdote, également avec de la faune sauvage, c'est un moment que j'ai pu passer avec des éléphants en Afrique du Sud. Donc j'étais en Afrique du Sud pour passer un diplôme de guide de terrain, pour me former en fait sur des espèces qui me faisaient évidemment rêver, des espèces sauvages. Et donc là-bas j'avais plusieurs épreuves à passer. Donc, déjà des épreuves théoriques, il fallait potasser des centaines de noms d'oiseaux, il fallait reconnaître leur chant, il fallait aussi connaître les arbres qui nous entouraient, toute la végétation, pouvoir la décrire, etc. C'était assez pointu comme examen et il y avait évidemment des examens et des évaluations qui étaient pratiques, qui étaient directement dans la réserve. Et donc ce jour-là, j'étais donc évaluée sur ma capacité à emmener un groupe de clients, de touristes dans la réserve à la rencontre des Big Five, des 5 espèces les plus emblématiques d'Afrique du Sud.
J'étais tellement stressée, mais je suis toujours très stressée, que du coup, je les ai évidemment accompagnés. J'étais extrêmement concentrée sur ma conduite parce qu'on doit donc conduire cet énorme véhicule super lourd sur des routes qui sont extrêmement glissantes, boueuses, etc. Et en plus, je devais évidemment expliquer ce que je voyais, expliquer les différentes espèces, les amener dans des endroits intéressants pour qu'ils aient des points de vue intéressants, etc. Donc autant dire que mon cerveau était absolument obnubilé par le fait que j'avais mon évaluateur qui était caché dans le haut de la 4x4 derrière et qui me surveillait avec son bloc-notes, les clients que je voulais évidemment pas décevoir parce qu'ils étaient quand même venus pour passer un bon moment dans la réserve, et toutes les choses qui pouvaient se passer dans l'environnement et que j'avais un petit peu tendance à oublier. Et là, heureusement, j'avais avec moi un tracker, donc quelqu'un qui était à côté de moi dans le 4x4 et qui regardait les traces que moi je ne pouvais pas regarder en conduisant, et qui me dit: il y a des éléphants pas loin. Magnifique, je m'arrête donc pour pouvoir parler et faire mon introduction sur les éléphants d'Afrique et plus précisément sur la famille qui vivait donc dans ce parc-là, pour pouvoir les prévenir qu'il y avait un bébé qui était né il n'y a pas longtemps, etc. Et j'étais tellement concentrée là-dessus que je n'ai absolument pas observé mon environnement. Je fais donc redémarrer la voiture et à littéralement moins d'un mètre de nous se trouvait un énorme éléphant mâle en rut, qui nous avait évidemment repéré, je pense, depuis à peu près 25 minutes, qui ne bougeait plus, qui fixait la voiture. Là, j'avais deux solutions: hurler, c'était pas hyper conseillé, faire demi-tour, mais je ne pouvais pas parce que le chemin était beaucoup trop étroit, ou espérer qu'il allait pas se vexer, qu'il allait pas nous charger et que j'allais éviter de tuer 8 personnes dans cette voiture. Ça a été un moment super intense. J'ai donc commencé à reculer extrêmement doucement pour ne pas le stresser, en le regardant bien. J'avais mon tracker aussi qui m'aidait à surveiller tous les mouvements. On voyait la famille qui était pas très loin, donc il était en rut, ce mâle. Il faut savoir que chez les éléphants, les mâles vivent en périphérie en fait du groupe où il y a les matriarches et les bébés, les femelles et les bébés. Donc je pense qu'il était en réflexion pour aller se reproduire. Donc c'était vraiment une situation qui était un petit peu tendue. Finalement, tout s'est très bien fini. La preuve, je suis là. J'ai ramené la Jeep en bon état. Les clients étaient contents. Ils ont eu le droit à leur café avec vue sur les lions. Tout s'est bien passé. Mais autant vous dire que j'ai eu assez chaud ce jour-là. Mon évaluation a été validée. Je suis diplômée. Quatrième petite anecdote avec les animaux qui nous entourent. Cette fois-ci, on va repartir sur un animal un peu moins exotique, mais tout aussi passionnant bien sûr, c'est le chien. J'avais envie de vous partager cette histoire que j'ai vécue il y a quelques années où j'étais bénévole dans une SPA. J'étais déjà professionnelle du comportement et de l'éducation animale et donc j'avais proposé d'aider notamment avec des chiens qui avaient été maltraités, qui avaient eu des passifs très lourds pour essayer de les aider évidemment à retrouver, on va dire, la joie de vivre, à avoir un lien un petit peu plus positif avec l'humain, mais aussi de pouvoir potentiellement les aider à leur trouver des familles. Et bon, je vous préviens, c'est une histoire qui n'est pas très drôle, mais je pense que c'est important, surtout si vous avez envie de vous lancer dans les métiers animaliers après, que vous ayez conscience que ça peut arriver. Donc je rencontre ce chien que pas grand monde pouvait approcher. Personne ne le sortait en balade en fait. Donc moi je me suis évidemment méfiée, j'ai évidemment mis les choses en place. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs semaines. On a évidemment travaillé avec des méthodes positives, beaucoup de renforçateurs, des choses qui pouvaient vraiment le motiver et lui permettre de créer un lien le plus positif possible à moi. Donc j'étais très contente la première fois que j'ai réussi à lui mettre ne serait-ce que le harnais pour pouvoir sortir en balade parce qu'il était vraiment sur la défensive, il avait mordu plusieurs fois, ça avait été très compliqué. C'était un chien, pour la petite histoire, qui avait été laissé dans un jardin pendant près de 3 ans. Il n'y avait personne en fait dans la maison et c'est juste des voisins qui jetaient des croquettes pour pas qu'il meure, quoi. Donc ce chien est vraiment resté complètement enfermé et il avait évidemment, suite à ça, déclenché pas mal de comportements problématiques et de méfiance notamment vis-à-vis de l'humain, des comportements agonistiques, agressifs, etc. Donc premier jour où j'arrive à mettre le harnais, évidemment c'est un grand moment pour moi et petit à petit j'arrive à le sortir en balade. Donc ça a été vraiment merveilleux parce que j'avais l'impression enfin de pouvoir lui permettre d'avoir juste une vie un petit peu plus sympa, de pouvoir flairer, retrouver sa vie de chien. Un chien, sa vie, grâce à son odorat, ça agit et interagit avec son monde, principalement avec sa truffe. Donc pouvoir lui permettre comme ça de mettre le nez au sol et de retrouver le lien avec le monde qui l'entourait, c'était quelque chose qui m'a énormément touchée. Pour la petite anecdote, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé avec ce chien parce qu'on pourrait faire une vidéo complète là-dessus, notamment des rencontres, n'est-ce pas, en forêt avec des personnes qui n'ont pas du tout le rappel sur leur chien et qui foncent sur le chien que vous avez vous-même en rééducation. Surtout quand le chien que vous avez en rééducation fait 40aine de kilos et que le chien qui arrive en frontal en fait 4. Vous avez juste peur qu'il finisse en steak haché. Mais bref, de nouveau, tout le monde est vivant. Mais pour l'anecdote, ça s'est plutôt mal terminé puisque à ce moment-là, je suis malheureusement, enfin pas malheureusement, c'était plutôt une bonne nouvelle, je suis tombée enceinte et du coup, je n'ai pas pu continuer à suivre ce chien et donc il a été euthanasié par la suite. Ils n'ont pas réussi à continuer ce travail et voilà, ça a été un peu un échec de ma vie professionnelle et je pense que, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais je pense que c'est important de vous sensibiliser aussi à ces problématiques-là. C'est que des fois, on fait du mieux qu'on peut, on essaie vraiment de donner un maximum de notre temps, de notre amour et de notre passion aux animaux qui nous entourent. Et des fois, ça ne suffit pas et la réalité de la société humaine fait qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Enfin, une dernière anecdote, un petit peu plus sympa quand même pour terminer, de ma vie avec les animaux et des différentes expériences que j'ai pu vivre dans ma vie professionnelle avec
avec les animaux. C'est beaucoup plus récent. Cet été, je suis allée en Polynésie française pour rencontrer les baleines à bosse. C'était vraiment un rêve de gamine, il fallait absolument que j'y aille, ça me titillait vraiment depuis des années. J'ai enfin pu mettre ça en place et j'ai donc passé plusieurs semaines à aller nager avec elles, à me mettre à l'eau avec elles. Et j'avais envie de vous partager un moment particulièrement intense. Il y a eu des moments très beaux, on a vu évidemment des mamans qui venaient de mettre bas, donc avec des tout petits qui venaient nous rencontrer, etc. C'était évidemment des moments magiques. Mais un moment qui m'a particulièrement émue et touchée, c'est d'avoir rencontré un mâle chanteur. Donc il faut savoir que chez la baleine à bosse, il n'y a que le mâle qui chante. On dit souvent les baleines à bosse sont des chanteuses, mais en fait c'est un petit peu un abus de langage. Il n'y a que le mâle qui va chanter pour indiquer son positionnement, mais aussi pour se présenter aux femelles. Et plus le mâle va grandir, mûrir, plus son chant va se complexifier. Vous allez vraiment entendre à l'oreille des chants qui vont être beaucoup plus complexes au fur et à mesure que le mâle grandit, qu'il prend de l'expérience et du coup qu'il attire de plus en plus de femelles. Et donc là, c'était vraiment une expérience assez incroyable parce qu'on s'est mis à l'eau, on entendait le chant, donc on essayait de se diriger dans la direction du chant, ce qui est déjà très prenant dans l'eau, c'est déjà très très fort. Et ensuite, on l'a trouvé. Donc quand ils se mettent en position de chant, ils sont, ceci est une baleine, ils sont le nez vers le bas, quasiment à 45 degrés, ils peuvent être beaucoup plus droits, mais souvent à 45 degrés avec la queue donc vers le haut. Et ils vont rester comme ça, ils peuvent rester 15, 20, 25, ça peut aller même jusqu'à 3/4 d'heure. Il paraît qu'il y a même eu des cas de chanteurs qui peuvent faire ça jusqu'à quasiment 1 heure de chant ininterrompu, donc c'est quand même très impressionnant. N'oublions pas qu'ils sont en apnée quand même. Et donc là, j'ai, sans le vouloir, donc je me suis évidemment arrêtée dès qu'on a visualisé en fait cette silhouette dans l'eau. Et en fait, on ne devait pas du tout bouger pour éviter de le perturber, parce que le but n'est pas évidemment de le chasser, mais n'est pas non plus de le rendre agressif potentiellement pour nous mettre à distance. Donc le but était de ne pas bouger. Et en ne bougeant pas, les courants m'ont amené juste au-dessus de lui. Donc je n'utilisais pas mes palmes, je ne voulais pas le déranger. C'est une expérience de dingue. Vous êtes juste au-dessus d'une énorme caisse de résonance, vous avez l'intégralité de votre corps qui vibre de partout, c'est magique. Bon, techniquement, c'est juste un mâle qui appelle des femelles pour se reproduire, mais j'ai trouvé ce moment absolument merveilleux et j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà pour 5 anecdotes sur ma vie et mes expériences avec des animaux qui nous entourent, domestiques et sauvages. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.